Il nous a expliqué ce qu'il faisait pour être prêt en cas de catastrophe, mais maintenant il s'agit de la préparation des divers pays. Donc Monsieur Sato, Naoyoshi Sato, vice-ministre d'ingénierie et au ministère de l'infrastructure, des transports et du tourisme japonais. Concernant la grande catastrophe due au tsunami de l'année dernière, on a tiré 3 enseignements principaux de ce tsunami. D'abord, la puissance de la nature ne peut pas se mesurer. Cela va de soi. Ça va sans dire. Deuxièmement, la source des catastrophes ne peut pas être contrôlée par les êtres humains. Ce qu'on peut faire en tant qu'être humain est limité. Cependant, avec tous nos pouvoirs, de toutes nos forces, nous devons essayer de protéger la vie des gens. Au Japon, sur la base de ces 3 enseignements que j'ai mentionnés, nous avons introduit de nouvelles dispositions institutionnelles pour augmenter la résilience de la société par rapport au tsunami. Et on a conçu donc un système de contrôle des crues des affluents du Missouri et du Mississippi, et donc ça tient compte de plaines inondables, plaines d'inondations qui ont été introduites pour donc atténuer l'effet des inondations. Et l'année dernière, nous avons dû pour la première fois opérer ce système de contrôle. Nous avons dû ouvrir des digues, nous avons dû préparer les gens qui étaient en aval, préparer l'éventualité d'arrivée des inondations. Mais suite à cela, eh bien, le système que nous avons conçu a fonctionné et nous avons empêché les inondations sur 9,8 millions d'acres et nous avons économisé 110 millions de dollars. Donc ça a été très utile. Tiré de cela aussi, je pense que c'est pour ça que nous avons réussi dans notre lutte contre les crues au printemps dernier et en été dernier, c'est dans le fait d'être préparés. Et les gouvernements à tous les niveaux ont participé à cette éventualité. Nous avons eu beaucoup de conférences par téléphone pour harmoniser cela. Donc les gens à tous les niveaux se sont mobilisés dans les administrations pour prévenir que les eaux arrivaient. On a bien prévenu les gens pour leur dire quoi faire et où aller, mais également comment lutter contre les inondations, les effets des inondations. Nous avons un centre de commandement et donc grâce à cela, eh bien, ce système nous a permis de lutter de façon efficace et ça permet aussi vraiment d'aider les gens sur le terrain. C'est un des enseignements que nous avons tirés de ce centre de commandement. Vous avez aussi souligné l'intérêt, l'importance de la communication. C'est très important parce que dans beaucoup de journaux, à la télévision, après des catastrophes, eh bien, les journalistes des choix, il y a eu une interruption de la communication, des échecs de communication. Ça, c'est très important. Et puis, donc, vous avez mentionné cela. Alors maintenant, nous allons entendre Benoît Miribel, d'Action contre la faim. Mais effectivement, par ce principe de solidarité internationale entre les grands gouvernements, les grands États qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas, on va pouvoir faire des retours d'expérience, avoir des indicateurs, et nous insistons sur une clarté des engagements de ces pays, avec aussi un concept qui est évoqué, hein, le No Regret Project. Il faut aussi faire des tentatives de cet ordre-là pour trouver des solutions. Alors pour nous, acteurs humanitaires, c'est important, cette étape-là aussi, puisque nous venons d'une histoire où c'était toujours nous étions principalement sur des conséquences. Nous venons d'année en année sur du plaidoyer, mais surtout sur le travail sur les causes. Voilà. Et donc, je dirais, c'est une façon, on peut caricaturer qu'il y a encore quelques dizaines d'années, enfin une dizaine d'années, on pouvait segmenter des approches de développement, des approches humanitaires. Aujourd'hui, nous travaillons sur des vulnérabilités. Et c'est par ce travail de prévention au désastre
que nous retrouvons les acteurs classiques du développement sur le long terme, avec aussi des spécialistes qui savent à un moment donné changer d'échelle, s'adapter à un contexte. Donc c'est cette maturité que l'on peut constater entre différents acteurs, cette évolution du WASH au niveau international qui commence à porter ses fruits. Et de plus en plus, le point clé, je pense que l'on peut l'affirmer, ça va être l'engagement réel des États. Donc nous allons être de plus en plus précis ensemble et suivre, je dirais, dans un rapport d'engagement des différentes parties. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité. Le droit à l'eau est une avancée, mais ce n'est pas suffisant. Même si on note dans le texte une accélération, il faut cette volonté-là. Donc notre rôle, pour terminer, d'ONG, d'acteurs de la société civile, qui sommes capables de mobiliser rapidement, vous le savez, des donateurs privés qui vont nous suivre, qui vont être dans les urgences, ça va être aussi de peser sur ces gouvernements, sur leur engagement pour que ce que nous faisons ait du sens. Et je terminerai en disant que, bien sûr, l'eau, c'est le social, c'est l'économie, c'est l'agriculture, mais c'est d'abord la santé. Et je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, je crois que nous devons être aussi en alerte sur les eaux usées, qui sont de plus en plus rejetées, notamment dans différents pays, des usines, des hôpitaux, certaines chargées de bactéries en pleine évolution, à un moment où on est face à un problème de limite des antibiotiques au niveau de la planète, vous le savez, et donc de modification de l'environnement. Donc c'est notre enjeu de santé publique globale aussi, au-delà des urgences, dans cette préparation d'une capacité de pouvoir de l'eau saine, mais aussi de traiter les eaux usées, on l'a dit, la sanitation. Et c'est comme ça que l'on peut, nous experts dans ces domaines-là, sensibiliser nos populations. Parce que voilà, les bactéries n'ont pas de frontières, n'ont pas de limites, et l'eau est un vecteur aussi de ces problèmes-là, les eaux usées. Donc c'est un enjeu de santé publique pour nous, et ça commence effectivement par cette prise en compte de la réduction des désastres. Merci.